Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler marine à voile, bataille navale et surtout marins d'eau douce. Soyons fair-play, l'histoire de la marine française présente bien quelques cas intéressants de navigateurs calamiteux. D'ailleurs, nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer certains d'entre eux dans ce podcast, à commencer par le meilleur ou le pire. J'ai nommé Hugues du Roi de Chaumaret, auteur du célébrissime Naufrage de la Méduse. Eh bien, même lui ne semble pas en mesure de rivaliser avec le plus magistral des marins d'eau douce, l'Espagnol Medina Sidonia. C'est de ce personnage que je vais vous parler dans ce nouvel épisode, exceptionnellement en une seule partie. Le 28 mai 1588, la flotte espagnole quitte le port. La dernière fois que l'on a vu une marine aussi puissante, c'était à la bataille de Lépante. Imaginez, il y a là 130 navires et près de 30 000 hommes. La toute-puissante Espagne de Philippe II s'apprête à s'élancer à l'assaut des côtes anglaises pour châtier l'arrogante Angleterre. Tout est prêt, sauf celui qui doit diriger la flotte. Il y a en effet un petit détail qui fâche, comme le dit la chanson. Il n'a jamais navigué. Don Alonso Pérez de Guzmán, marquis de Sanlúcar de Barrameda, comte de Niebla et duc de Medina Sidonia, voilà notre homme du jour. Au chapitre nullité historique de sa grande encyclopédie du dérisoire, Bruno Léandri le qualifie de « cas le plus déchirant des nuls historiques, héros d'une des plus grandes gamelles de l'histoire. » Un titre qui, davantage que son patronyme à tiroir, force l'admiration ou l'accablement, c'est selon. Un nul d'une grande lucidité cependant, puisqu'il se sait totalement incapable de remplir la mission qui lui est assignée par le roi d'Espagne Philippe II, à tel point d'ailleurs qu'il commence par la refuser. Mais qu'attend-on de lui au juste ? Peu de choses en somme. Qu'il prenne la tête de la plus grande flotte de toute l'histoire de la chrétienté pour se lancer à la conquête de l'Angleterre. Espagne et Angleterre sont alors farouchement opposées sur le plan religieux et se livrent une âpre guerre commerciale. Au plan religieux d'abord, Philippe II, fils de Charles Quint, champion de la contre-réforme, considère Élisabeth Ier, reine d'Angleterre, comme une hérétique. Henri VIII, père d'Élisabeth, n'a-t-il pas substitué l'anglicanisme au catholicisme pour pouvoir épouser sa seconde femme, Anne Boleyn, qu'il fera d'ailleurs décapiter. Et Philippe II n'est pas du genre tolérant. Non seulement il fait persécuter les protestants sur son propre sol, mais il établit aux Pays-Bas un tribunal de l'Inquisition. Il déclare volontiers qu'il apportera lui-même les fagots pour brûler son propre fils si celui-ci trempe seulement un pied dans l'hérésie. De son côté, Élisabeth n'est guère plus modérée, qui condamne à la prison et met à l'amende quiconque aurait l'impudence d'assister à une messe. Guerre commerciale ensuite. L'Espagne est alors le pays le plus puissant d'Europe. En plus de régner sur la péninsule ibérique, Philippe II possède une grande partie de l'Italie, la Franche-Comté, les Pays-Bas, dont les provinces en révolte sont soutenues par Élisabeth Ier, et à partir de 1580, il devient roi du Portugal. Mais ce n'est pas tout. Au-delà des mers, il règne sur les Philippines, nommées ainsi en son honneur, le Pérou, le Mexique, ainsi que sur les colonies portugaises de Macao, du Mozambique et de Ceylan. Au total, il dirige un empire 20 fois plus grand que ne le fut l'Empire romain. Tandis que les navires marchands espagnols reviennent au pays, les soutes pleines à craquer d'or et d'argent, les corsaires anglais, au premier rang desquels le meilleur d'entre eux, Francis Drake, n'ont de cesse de les arraisonner afin de s'approprier leur riche cargaison. En 1585, des escadres anglaises attaquent Saint-Domingue sans déclaration de guerre. Un an plus tard, Drake détruit à Cadix une flotte entière de navires de transports espagnols. Cette fois, c'en est trop, Philippe II décide de corriger l'Angleterre. Pour se charger de cette punition,
L'homme de la situation est tout trouvé. Il s'agit du vainqueur de la grande bataille navale de Lépante contre les Turcs en 1571, le vice-amiral Marco Antonio Colonna, duc de Pagliano. Hélas, il tombe malade et meurt le 1er août 1584. Le brillant navigateur Don Alvaro de Bazan, marquis de Santa Cruz, va lui succéder, non pas comme espéré à la tête de la flotte espagnole, mais en le suivant dans la tombe le 9 février 1588, victime du typhus. Dans son Histoire de France, l'historien Jules Michelet écrit « Philippe II en est réduit à prendre pour amiral un haut seigneur, homme de cour, Medina Sidonia, qui n'avait guère de mérite que sa grande docilité. Celui-là, le roi en était sûr, il le dirigerait toujours, le tiendrait en laisse. Et en effet, le pauvre homme obéit, mais ne fit rien. » Fidèle à son habitude, Michelet a tendance à noircir le tableau. N'écrit-il pas que Santa Cruz meurt non pas de maladie, mais de dépit, parce que Philippe II lui aurait adressé un mot amer? En réalité, les raisons valables ne manquaient pas de choisir Medina Sidonia. Il était l'un des hommes les plus riches d'Europe et financerait, qu'il le veuille ou non, une partie de l'expédition. Et puis, à ce moment-là, il est le confident et le favori de Philippe II, et il appartient à l'une des plus grandes familles d'Espagne, ce qui lui vaudra, pense-t-on, d'être obéi de ses fiers subalternes. En somme, dans l'esprit du souverain, son nom, son rang et son autorité devaient lui tenir lieu de permis bateau. Infortuné Sidonia. Essayons un instant d'imaginer ce malheureux accablé par la charge qu'il va devoir assumer, arpentant son hacienda de long en large, s'arrachant les cheveux en gémissant. Que fait alors notre marin d'eau douce? Prenant son absence de courage à deux mains, il adresse au roi une lettre dans laquelle il décline poliment l'honneur d'aller au casse-pipe. Il écrit « Je n'ai pas une santé suffisante pour la mer. Je sais, par les quelques rares expériences que j'ai pu avoir de la navigation, que je suis rapidement sujet au mal de mer et que je prends toujours froid. La flotte est si grande et le commandement si important que cela ne convient guère à une personne comme moi, ne possédant aucune expérience de la guerre en haute mer. Il ne fait aucun doute que Sa Majesté me fera la faveur dont je la prie humblement et ne m'en voudra pas si je décline un honneur pour lequel je ne suis pas fait. » Le futur capitaine de l'invincible armada, déclinant avec l'énergie du désespoir le commandement de la flotte espagnole pour cause de mal de mer. C'est presque trop beau pour être vrai. Toujours est-il qu'en cette occasion, Philippe II se conforma parfaitement à sa réputation de roi orgueilleux et étroit d'esprit. Il avait décidé que Medina Sidonia ferait l'affaire et n'en voulut pas démordre. Ainsi notre homme fut-il promu, à l'insu de son plein gré, capitaine général de la mer Océane. On ne connaît hélas que trop les conséquences de ce choix catastrophique. En ce printemps 1588, les Espagnols réunissent dans le port de Lisbonne la plus grande concentration de bateaux jamais rassemblés par la chrétienté. 130 navires et près de 30 000 hommes. Côté anglais, les navires sont plus nombreux. Il y en a 197, mais ce sont des petits bateaux et environ 16 000 hommes, soit moitié moins que leurs adversaires. Si les bateaux anglais sont plus petits, équipés de moins de canons, ils sont en revanche plus légers et plus rapides. Par ailleurs, les marins anglais sont plus que motivés pour envoyer l'adversaire par le fond, car depuis des mois, des libelles diffusées par les protestants hollandais prétendent que l'un des bateaux espagnols contient assez de cordes pour pendre tous les Anglais, des fers pour marquer les joues des enfants hérétiques, des fouets pour fustiger l'ensemble de la population anglaise et des nourrices espagnoles pour remplacer les mères de famille anglaises. Le 28 mai, la flotte espagnole quitte le port. Sidonia doit faire sa jonction aux Pays-Bas avec le duc de Parme, qui a pris la tête de l'armée des Flandres, et il doit débarquer avec lui en Angleterre. Entre-temps, il est censé longer les côtes françaises et surtout éviter le combat. La mort dans l'âme, Medina Sidonia met les voiles vers la France,
n'ont sans tenter une dernière fois en cours de route d'infléchir Philippe II, qu'il supplie d'abandonner cette expédition. Mené par un chef incapable d'exercer son commandement, n'ayant aucune stratégie, victime de son impréparation, notamment l'absence de système de signaux pour communiquer entre bateaux, et de la défection de certains amiraux rétifs à toute autorité, la flotte espagnole va par ailleurs jouer de malchance avec la météo. Tempêtes successives, naufrages en série, avaries, échauffourées avec des vaisseaux anglais plus maniables dont les Espagnols sortent affaiblis et démoralisés, échec de la jonction avec l'armée des Flandres. Le tout se termine en explosion générale dans le port de Calais, où les Anglais envoient de nuit des barques chargées de poudre. Près de 100 bateaux échappent à l'explosion, fuient les Anglais par la mer du Nord, voguent à volo, bourrés de soldats malades, terrorisés et affamés, pour finir, pour la plupart d'entre eux, disloqués par les tempêtes de l'Atlantique ou échoués sur les côtes d'Irlande. Au total, seuls 66 navires sur les 130 partis parviennent à regagner l'Espagne, mais dans un état pitoyable. Et la moitié des hommes sont morts ou portés disparus. Alors chez les Anglais, on pavoise et on en rajoute. Medina Sidonia fait les frais de ce triomphalisme. Les récits ennemis le traitent de lâche et de bouffon et relatent complaisamment qu'il avait fait renforcer les cloisons d'une pièce de son bateau pour s'y terrer pendant les combats. Pour l'Espagne, c'est un échec cuisant et cette catastrophe va influencer pour longtemps la physionomie de l'Europe. Sans doute. Mais question plus cruciale à nos yeux que le sort de l'Europe de l'époque. Que devient Medina Sidonia ? Eh bien, il sort indemne de cette tragique mésaventure et devra vivre jusqu'à sa mort, plus de 30 ans plus tard, avec le sentiment d'être responsable d'une débâcle qu'il avait pourtant bien annoncée. Chose curieuse, Philippe II va manifester une grande placidité face au désastre, en ne prenant ni sanction ni représailles à l'encontre de son amiral de bateau Lavoir, expression de circonstance empruntée au capitaine Haddock. Il va même le traiter avec la plus grande indifférence, ce qui sans nul doute fut plus humiliant encore pour notre marin d'eau douce. Le roi portait beau, mais à la cour d'Espagne, nul n'ignorait qu'il valait mieux bannir définitivement des conversations l'épineuse question de la conquête de l'Angleterre. Selon l'historien Philippe Masson, le souverain espagnol était convaincu de mener une guerre sainte. Puisque c'est pour sa cause, Dieu nous enverra du beau temps. Ayant déduit du déchaînement des intempéries que Dieu n'était pas favorable à son projet, il pouvait difficilement imputer à Medina Sidonia, simple mortel, ce dont Dieu en personne était responsable. Par ailleurs, peut-être Philippe II eut-il quelques scrupules à reprocher à un subordonné une pusillanimité et une irrésolution dont lui-même avait fait preuve en d'autres circonstances. À la bataille de Saint-Quentin contre la France en 1557, il était en effet arrivé 3 jours après le début des hostilités, avait passé davantage de temps confit en dévotion que sous les murs de la ville assiégée, et pire encore, alors qu'il pouvait pousser son avantage et marcher sur Paris, il s'entêta à rester sur place. À cette occasion, la bravoure de l'amiral de Coligny qui tenait le siège sauva la France du désastre et fit manquer à Philippe II une chance historique de faire de notre pays une nouvelle colonie espagnole. Que Medina Sidonia se console en son terne paradis des incriminables. Certes, son nom ne dit plus rien à personne aujourd'hui, mais Philippe II, déjà surnommé de son vivant Rei Paplaro, le roi paperassier, est quant à lui entré dans l'histoire affublé du qualificatif peu flatteur de roi prudent. Selon le biographe Ludwig Pfandel, le roi prudent par scrupule se noie dans un océan d'encre, de sable à sécher et de papier. En point d'orgue au récit de la piteuse équipée maritime qui vient d'être évoquée, une importante précision s'impose. Le mot « invincible » n'a jamais été employé par les Espagnols pour qualifier leur flotte. Ce sont les Anglais qui l'ont utilisé et popularisé afin de donner à leur victoire un lustre plus éclatant encore. De son côté, Philippe II d'Espagne, roi sombre et taciturne,
qui n'aimait rien tant que la solitude de son cabinet de travail, allait avoir tout loisir d'y méditer jusqu'à sa mort en 1698, l'adage bien connu des vieux loups de mer. Mieux vaut un bon marin sur un mauvais bateau qu'un mauvais marin sur un bon. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Ce podcast est une création Europe 1 Studio. J'ai écrit l'épisode que vous venez d'entendre. La réalisation est signée Xavier Joly. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Et si vous souhaitez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un nouveau récit au cœur de l'histoire.